Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, l'espace d'un podcast qui je pense sera un petit peu plus fluff que les autres sur la chaîne. Alors nous avons décidé, puisque nous sommes deux ce soir, j'ai un invité de marque, un invité d'honneur, Jurassic Man, alors que vous ne connaissez pas, sauf si vous côtoyez, si je puis dire, la rubrique commentaires des vidéos. Et je vous invite d'ores et déjà à aller revoir la rubrique commentaires. Il me semble que c'était sur le Let's Watch sur Massacre à la tronçonneuse. Et peut-être aussi d'ailleurs le long transgenre sur Massacre à la tronçonneuse également, où il a fait de très bons, excellentissimes, que dis-je, commentaires d'analyse. Et on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de pouvoir faire quelque chose à l'oral, en mode podcast, sur autre chose que Massacre à la tronçonneuse. Mais voilà, je vous invite à aller découvrir ces commentaires qui sont fleuves et absolument passionnants. Et donc voilà, on s'est décidé pour pouvoir faire un podcast alors sur quelque chose qui lui tenait particulièrement à cœur. En témoigne son pseudo sur YouTube qui est Jurassic Man. Alors je vous laisse tout de suite imaginer, déambuler, bouger dans votre imaginaire pour aller voir de quel côté on se situe. Mais de toute façon, je vais le laisser se présenter lui-même et puis il va dire justement pourquoi, quel choix on a fait et pourquoi ce choix-là. Donc écoute, Jurassic Man, puisqu'on va t'appeler par ton pseudo, sauf si tu veux encore une fois, pourquoi pas dire ton prénom, mais tu n'as aucune obligation, te présenter, et puis présenter pourquoi pas la thématique de ce soir, et puis nous dire pourquoi ce choix-là, et qu'est-ce qu'il t'évoque, en quoi il est important pour toi. Bonsoir tout le monde. Alors pour me présenter humblement, je suis un simple fan de Jurassic Park, on va dire de base. J'ai plus ou moins grandi avec les films. J'ai découvert les 3 premiers Jurassic Park dans mon enfance et ensuite j'ai découvert les Jurassic World en salle. Et ce qui s'est passé, c'est que notamment à la sortie de Fallen Kingdom, j'ai eu un contraste total avec l'avis populaire sur ce film. Beaucoup l'ont trouvé infâme, pas du tout dans la continuité des films, alors que c'était pas du tout mon cas. Ce film m'a du coup donné envie, en plus de ça, de prolonger mon amour et ma compréhension de l'univers. Je me suis notamment intéressé au roman qu'avait pu écrire Michael Crichton sur l'auteur qui a lancé la saga de façon littéraire. Et en fait, ça n'a fait que décupler mon amour pour cet univers, pour ces films, pour les messages qu'ils peuvent transmettre. Ça m'a fait réévaluer sur certains points les films, mais du coup, j'ai un avis plus approfondi et plus mûr sur cet univers qui, je pense, pourrait être intéressant à être écouté ce soir. C'est pour ça que du coup, j'ai proposé à Romain de discuter de cette saga qui, de toute façon, pour tous les deux, est une saga qui nous tient à cœur. Très bonne présentation, parfait. Il y a rien à dire, c'est parfait. C'est une très bonne entrée en matière. Alors, tu disais que ça avait une importance pour toi. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, de manière un petit peu... Alors, je précise quand même que ce podcast sera non exhaustif dans une certaine mesure, parce qu'évidemment, on en discutait en off, on pourrait faire un podcast par film, même d'ailleurs plusieurs podcasts sur un même film, tellement il y a de choses à dire. Donc ce sera forcément non exhaustif, forcément peut-être, on va dire, imprécis ou imparfait, parce qu'on peut pas tout traiter, et puis il y a déjà beaucoup de choses qui ont été traitées. Mais on va essayer quand même de faire le tour et puis surtout de mettre en avant aussi ta propre sensibilité et l'écho qu'il y a entre ta sensibilité et cette saga de films, et chacun des épisodes, parce qu'on va quand même les traiter un par un. Mais dans un premier temps, voilà, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer un petit peu quelle a été ta première rencontre avec la saga Jurassic Park, avant qu'on rentre vraiment dans les épisodes en tant que tel, mais quelle a été ta première rencontre et peut-être ta première réaction, ou le premier écho que ça a fait en toi? Alors, c'est très simple, c'est que j'ai toujours été, en étant enfant, admiratif, fasciné par les dinosaures, comme beaucoup de monde, je pense. Et un jour, mes parents m'ont dit, écoute, il y a un film qui s'appelle Jurassic Park qui passe à la télé ce soir, et ça serait, du coup, vu que t'es fan de dinosaures, je pense que ça pourrait te plaire. Alors, mes souvenirs sont très vagues sur ce point-là, je pense que je devais avoir 7-8 ans quand le film passait à la télé, et du coup, je l'ai regardé. Première heure absolument magnifique, j'en prends plein les yeux, je suis happé littéralement par le film. Et puis, plus le film avance, plus vers notamment la scène du Triceratops malade, et avec en parallèle Dennis Nedry qui est en train de trafiquer des trucs sur son ordi, je sentais inconsciemment, je sais pas pourquoi, comme si une certaine tension commençait à se créer dans le film. Et du coup, l'ambiance merveilleuse que le film posait sombrer progressivement, et en fait ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, arrivé à la scène du tyrannosaure, je me suis pris une baffe de traumatisme
qui a fait que j'ai littéralement voulu arrêter de regarder le film et je n'ai plus voulu y toucher pendant plusieurs années. Il a fallu attendre vers 12 ans pour que je me donne un petit coup de pied aux fesses, on va dire comme ça, pour confronter ma peur enfantine de ce film, pour le voir cette fois-ci en entier. Et ça a été cette fois-ci une baffe d'admiration, parce que je trouvais le film vraiment hyper prenant, hyper maîtrisé dans tous les domaines. Et c'est du coup là que ça me donnait envie de regarder les suites. Alors à l'époque, il y avait que le 2 et le 3 qui étaient sortis, donc je me suis enchaîné les deux suites dans la foulée. À l'époque, le 2, je l'aimais autant que le premier. Le 3, pendant longtemps, j'ai essayé de le renier parce que j'ai vraiment pas accroché. Même gamin, je trouvais que le film était un peu pété dans tous les sens. Mais voilà, c'était quand même 3 films que je prenais un minimum de plaisir à regarder, surtout les 2 premiers. Okay. Et ensuite, arrivé après, il y a eu la sortie des Jurassic World que j'ai attendu comme beaucoup avec impatience. Et après, on va y revenir sur la vie en détail. Mais enfin voilà mon rapport direct avec le film de Spielberg et les 2 suites qui existaient déjà à l'époque. Et pour le coup, est-ce que c'est le premier Spielberg que tu as vu, que tu as découvert, ou est-ce que tu as vu d'autres Spielberg avant pour un petit peu généraliser avant de revenir sur la saga? Est-ce que c'était ta première rencontre avec Spielberg aussi quand tu l'as vu jeune, ou est-ce que tu avais déjà vu d'autres Spielberg avant? Il me semble que j'avais déjà vu E.T. D'accord, ok. Donc c'était pas mon premier Spielberg, j'avais déjà vu E.T. J'avais pas vu Indiana Jones, je crois, je l'ai vu après vers 10 ans. Donc du coup, non, je pense que là, comme ça, il y a que E.T. que je suis sûr et certain que j'avais déjà vu. Ok. Et pour le coup, est-ce que si on remet ça si on régénéralise un petit peu et qu'on remet ça dans la carrière de Spielberg, qu'est-ce que tu pensais de Spielberg de manière générale? Quel était ton avis global sur Spielberg? Alors c'est un peu réducteur de demander un avis global sur un réal parce que c'est beaucoup plus complexe que ça et nuancé. Mais quelle est ta relation avec Spielberg globalement? Spielberg, c'était quand j'étais gamin, en tout cas quand je me suis intéressé vraiment à la saga Jurassic Park dans mon début de préadolescence, on va dire ça comme ça. C'était un mec que j'adorais E.T., j'adorais les Jurassic Park, du coup, j'adorais Les Dents de la Mer. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Indiana Jones, je suis pas vraiment fan de la saga, mais je prends quand même un certain plaisir à les regarder. Enfin voilà, c'était vraiment le cinéaste de l'enfance, mais qui s'adresse aussi en même temps aux adultes. Et c'est ça qui est beau, c'est que j'ai toujours vu Spielberg comme quelqu'un qui sait s'adresser aux enfants, mais qui en même temps ne les prend pas pour des enfants, qui essaye de les tirer le plus possible vers une vision peut-être plus mature de leur façon d'appréhender le monde. Qui fait que c'est un cinéaste qui arrive du coup à raccrocher les enfants et en même temps du coup en essayant de les tirer vers une vision plus mature éventuellement dans certains cas de relier en même temps à la vision que des adultes peuvent avoir. Et donc par conséquent, comme il y a aussi cette vision liée aux enfants, les parents du coup ont l'impression d'être, on va dire, d'avoir une façon de retomber en enfance, si je puis dire. C'est un cinéaste qui arrive à raccrocher 2 statuts d'âge différents et à les rallier vers un entre-deux qui donne la magie de la plupart des films de Spielberg, quoi. En tout cas, dans son début de carrière, jusqu'à La Liste de Schindler. Okay. Et pour moi, le film qui a vraiment brisé une partie de sa scène de cinéma qu'il y avait dans les années 80, en tout cas. Tout à fait. Ouais. C'est vrai on est sur quelque chose de beaucoup moins naïf et innocent qu'il pouvait y avoir. Il y avait encore effectivement dans le Spielberg des années 80 du cinéma qui était pour enfants effectivement et qui avait tendance à tirer vers l'âge adulte, et inversement, tu le dis très bien, hein, qui s'adresse aussi aux adultes pour les ramener en enfance, mais qui avait toujours une part d'innocence. Et c'est vrai que dans une certaine mesure, La Liste de Schindler brise cette part d'innocence de manière définitive, et c'est ça qui est assez fascinant en fait chez le réal. Et je trouve qu'on retrouvera ça un petit peu plus tard même dans La Guerre des Mondes, qui est un film qui est tout sauf innocent et qui est beaucoup plus désespéré et pessimiste, et dans la mesure est beaucoup plus comme Munich aussi, qui sont des films très très proches de La Liste de Schindler. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette dichotomie chez Spielberg ensuite qui va jouer, où la plupart du temps il sort quasiment 2 films en même temps, l'un qui est beaucoup plus sombre, parfois beaucoup plus historiquement réaliste, et qui en même temps est à côté son côté divertissement, roi du divertissement comme on l'appelle aussi à Hollywood, tout en considérant effectivement que faut pas oublier aussi que c'est un des artisans du nouvel Hollywood aussi, pour revenir à ça. Bon, on va pas faire d'histoire du cinéma ici, mais qui est un réel vraiment important pour Hollywood globalement aussi.
Alors, pour justement, je vais juste t'évoquer rapidement comment moi j'ai découvert Jurassic Park, peut-être parce qu'on a peut-être une vision un petit peu différente, parce que pour le coup t'es plus jeune que moi, mais finalement on a les mêmes raisons en fait. On a fondamentalement les mêmes raisons d'aimer Jurassic Park, c'est-à-dire que j'étais aussi amoureux des dinosaures quand j'étais petit. Et quand Jurassic Park est sorti, j'avais 6 ans, donc en 93. Et pour moi, ça a été effectivement. Alors, je pouvais pas le voir au cinéma non plus. Alors, pas pour une question d'époque, mais parce que j'étais trop jeune. Enfin, ou en tout cas, Jurassic Park quand il est arrivé en salle. Mais là, c'est très bête, hein, mais il a très vite été considéré. Quand bien même il était, je crois qu'il était PG-13 à l'époque, hein, puis je rappelle que Spielberg est dans une certaine mesure le premier à avoir mis du PG-13 avec Le Temple Maudit, qui a été le premier film classé PG-13. C'est ça. Et c'était à la même époque où il y avait aussi Gremlins qui sortait de Joe Dante, et pareil, il y avait ce système qu'en gros, PG c'était trop faible pour un film qui gardait quand même une certaine teneur noire et un côté assez violent, graphique, mais en même temps le classé R c'était beaucoup trop exagéré, donc c'est pour ça qu'ils ont créé l'entre-deux, le PG-13. Et Jurassic Park était dans cette mouvance-là. Et c'est vrai que tous les parents avaient un petit peu peur à l'époque quand il est sorti d'emmener leurs enfants le voir, parce que le film était tout public en France. Et on avait eu pas mal d'échos des parents comme quoi c'était parfois difficile, c'est la séquence du T-Rex entre autres. Et donc j'ai découvert moi quelques mois plus tard avec la chronologie des médias oblige. Et j'ai pu le découvrir à ce moment-là, et ça a été pour moi effectivement un bouleversement. Alors j'ai pas été aussi terrifié que tu ne l'as été. Mais j'aurais aimé être aussi terrifié parce que je trouve que c'est... Ah mais la scène du T-Rex, du coup, elle m'a vraiment mis mal. Mais le moment où j'ai vraiment rage quit, c'est le Dilophosaure. Du coup, la scène qui arrive juste après. Là, à ce moment-là, j'ai fait non, c'était plus possible. Ma mère, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je vais me coucher. Avant? Ah bah oui, là, je peux plus. Et j'ai pas dormi la nuit. Mais, ce qui est pas étonnant parce que c'est, pour le coup, on va basculer tranquillement vers le premier opus, mais on est dans un film qui a une vraie dimension horrifique. C'est un film d'aventure, c'est un film de SF avec une portée qui se rapproche beaucoup du mythe prométhéen. Il y a Jeff Goldblum, et moi je trouve de vrais liens, en tout cas thématiques et philosophiques, avec La Mouche par exemple de Cronenberg. C'est vrai. Notre rapport à la science, etc. Mais ça on y reviendra un petit peu, à notre propre animalité, etc. Le fait que la vie trouve toujours un chemin, c'est quand même des choses qu'on trouve dans La Mouche aussi de Cronenberg, qu'on trouve dans plein d'autres films, des films comme Splice de Vincenzo Natali qui sont inspirés de La Mouche de Cronenberg. Donc il y a plein de thématiques vachement intéressantes. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà, toujours est-il que pour moi ça a été vraiment un bouleversement cinématographique, un bouleversement esthétique. Le fait que j'ai découvert à travers ce film-là, effectivement, que le cinéma pouvait donner vie à mes rêves les plus fous d'enfant en fait. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment effectivement ce côté enfance où les dinosaures ils te fascinent dans les figurines que tu peux avoir, les bouquins que tu pouvais lire à l'époque, et soudainement, sur un grand écran, t'étais confronté à quelque chose qui était profondément réaliste parce que fait majoritairement avec des animatroniques. Donc ça c'était très palpable, très concret. Et moi effectivement quand j'ai vu ça, j'avais l'impression de voir des dinosaures émerger de mon imaginaire et prendre tout d'un coup cette apparence très très concrète et très très palpable. Et ça c'était absolument extraordinaire. Mais justement on va venir pour le coup, on va commencer à aborder les épisodes. Et je vais te laisser justement donner ton avis. Donc on va revenir donc sur le premier Jurassic Park. Je rappelle, on est en 1993. Spielberg cette année sort 2 films, si je puis dire, avec La Liste de Schindler qui sera Oscar du meilleur film à cette époque-là. Donc 2 films qui sont fondamentalement extrêmement différents. Mais qui... Et d'ailleurs, oui, je t'en prie. D'ailleurs, si je peux me permettre, à l'origine, il devait uniquement réaliser La Liste de Schindler. C'est parce que c'est les studios d'Universal qui ont du coup imposé d'une certaine manière de réaliser Jurassic Park, alors qu'il voulait à la base que le produire, il me semble. Oui. Et donc, et on lui a demandé du coup de réaliser ce film-là pour ensuite lui donner littéralement carte blanche sur La Liste de Schindler. Donc, d'une certaine manière, Jurassic Park, même si ça paraît un petit peu régressif de dire ça, c'est un film de commande. Tout à fait. C'est un film où littéralement on lui a fait un chantage en mode tu réalises ce film et après on te laisse faire le film que tu veux. C'est un one-to-one, ça fonctionne très, tout à fait. Mais en même temps qui est très inclus dans la carrière de Spielberg parce que c'est un film que je trouve, moi, tu m'en diras ce que t'en penses, mais que je trouve très proche des Dents de la Mer, notamment dans la manière dont il travaille la terreur animale, si on prend ça de manière un peu générale avec un terme un peu simple. Mais il y a quelque chose de très très proche en fait des Dents de la Mer sur plein de points. Mais justement on va venir à ça. Donc pour le coup, pour juste recontextualiser rapidement, en tout cas narrativement l'histoire, donc, mais tout le monde la connaît fondamentalement. On suit donc, on suit 2 paléontologues, donc l'un interprété par Sam Neill et donc son épouse, son épouse, il me semble, ils sont mariés, tout à fait. Oui, enfin ils sont ensemble. C'est pas vraiment développé. D'ailleurs, si je peux me permettre, vu que moi j'ai lu les livres. Oui.
et toi, ça n'a pas été le cas. Dans le livre, ils ne sont pas du tout ensemble. Il y a juste un rapport prof-étudiant et amitié aussi, mais ils ne sont pas du tout ensemble. C'est justement Spielberg qui, dans la version cinéma, a tenu à les mettre ensemble pour travailler des thématiques liées à son cinéma, notamment la paternité. Tout à fait. Parfait. C'est intéressant parce que je pense que tu vas me donner, pendant ce podcast, tu vas me donner envie de lire les livres de Crichton, donc c'est très bien, c'est parfait. Et tu donneras envie à tout le monde, je pense, de les lire pour faire justement le lisez-les. Franchement, lisez-les. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le ton, sans trop vouloir spoiler les livres, le ton est très différent. C'est beaucoup plus mature, beaucoup plus axé scientifique. On est plus proche du thriller d'ailleurs. Il y a des moments qui sont assez gratinés. Mais le fond, la manière comment, et c'est aussi ça qu'on va parler, c'est ça qui me fascine quand j'ai découvert les livres, c'est que Spielberg a réussi à prendre un livre du coup vraiment pour adultes et à vraiment lui donner une connotation beaucoup plus lisse, beaucoup plus enfantine, mais tout en gardant la teneur sombre du propos du livre. Et ça, je trouve ça fascinant. C'est vrai qu'il y a dans le film, en tout cas, il y a ce basculement entre une première partie qui est l'ordre du merveilleux, ce qui était coutumier de chez Spielberg aussi, et de le faire basculer à un moment dans quelque chose de beaucoup plus sombre, à la frontière, à la lisière de l'horreur vraiment à certains moments, avec ces aspects effectivement de thriller de SF aussi qui sont aussi présents. Donc voilà, pour contextualiser, c'est juste, je fais juste ça et après je te donne la parole. Même si voilà, bon, pour cette récemment, on suit ce couple de paléontologues qui sont contactés par un milliardaire un peu excentrique et donc John Hammond, qui va donc les emmener, qui leur propose de venir sur son île, une île qu'il a achetée donc au niveau, alors je me rappelle plus de l'endroit exactement. Isla Nublar. Ouais, elle est au large de Costa Rica. Voilà, tout à fait. Et donc là-bas, il a un parc qu'il a construit. D'ailleurs, il leur dit pas au début de quoi ils retournent véritablement, si ce n'est que c'est un lien avec leur profession. Et ils se retrouvent tous sur l'île avec plusieurs personnes. Il y a l'avocat, notamment des investisseurs qui sont là pour pouvoir un petit peu examiner le parc et si les investissements ont été bien investis, si je puis dire. Et donc ils vont très vite découvrir que dans ce parc, c'est pas n'importe quel parc, c'est un parc animalier, mais qui abrite des dinosaures, puisque John Hammond, par le biais donc des moustiques et de l'ADN qu'il a pu récupérer des moustiques piégés dans l'ambre qui avaient piqué les dinosaures, on a pu reconstituer une chaîne ADN et donc reconstituer des dinosaures, pour être très grossier. Bien sûr, on est dans un premier temps dans une découverte du merveilleux, et progressivement, tous ces personnages-là, donc on a aussi le personnage qui est interprété par Jeff Goldblum, qui est un autre scientifique, on a les petits-enfants de John Hammond qui sont aussi là pour découvrir le parc, et on va se rendre compte évidemment que tout ça est très très beau, très joli, mais que la folie scientifique va mener très vite à une catastrophe, et la nature, on ne peut pas la contrôler, dès lors qu'on essaie de la contrôler, elle nous échappe, et donc le parc... qui n'est pas encore ouvert, puisqu'on verra ça plus tard dans Jurassic World, qui est encore expérimental, état d'expérience, l'expérience va échapper à ses créateurs. Pour être très flou, mais bon, je pense que de toute façon, on spoilera, de toute façon, il n'y a pas le choix. Oui, de toute façon, les films, autant les livres, je vais essayer d'être le plus flou possible pour donner éventuellement envie à ceux qui ne les ont pas lus de les lire, parce que même si la trame sur le premier film, le premier livre, notamment le deuxième, c'est un autre cas, le premier livre, du coup, est assez lié à la trame du film, mais la manière de les présenter diffère. On a des situations différentes ou pas présentées de la même façon. Donc, c'est toujours intéressant de découvrir le livre sans forcément trop connaître les tenants et aboutissants. C'est très bien qu'on va, voilà, que vous êtes prévenus. C'est bien, pas de spoil du livre, mais spoil du film par contre. Voilà, je spoil le livre, je vais être obligé de spoiler quand même des trucs parce que mon rapport au film est étroitement lié à ma redécouverte de l'univers vis-à-vis des romans de Crichton, mais ouais, ça a été une seconde baffe pour ma part de découvrir cet univers comme ça, parce qu'en fait, non seulement du coup le film quand j'étais pré-ado m'a fasciné, m'a bouleversé, m'a mis dans des états d'émerveillement et des états de frisson, parce que comme tu dis, il y a vraiment une première partie découverte, immersion. Et encore une fois, une des premières qualités qu'on peut citer du film, c'est que c'est un film hyper immersif. On a vraiment l'impression de vivre ce parc. Toutes les situations sont posées. Tout nous paraît crédible. La manière comment le parc est représenté, les décors et tout. La mise en scène de Spielberg qui arrive à capter à chaque fois le bon plan pour vraiment nous immerger dans cet univers et à transmettre le mieux possible la narration. Mais du coup, ça c'était ma vision, on va dire enfant de Jurassic Park, ou en tout cas ado.
Et quand je me suis du coup intéressé aux livres qui ont une vision beaucoup plus mature, ça m'a fait du coup reprendre conscience de certaines scènes dans les films qui m'avaient peut-être un peu échappé la subtilité, mais en tout cas maintenant que je peux voir l'inspiration du film par rapport à son modèle d'origine, je me dis que oui, Jurassic Park non seulement est un film qui parle de l'enfance, qui parle de notre émerveillement, notre rapport aux dinosaures, mais c'est surtout un film excessivement profond et qui nous invite justement à grandir. Et c'était absolument génial. On va y revenir en plus en détail après, mais c'est un des trucs qui me fascine dans Jurassic Park, c'est que là, à l'heure actuelle, ma vision de Jurassic Park d'aujourd'hui sera peut-être pas la même que dans quelques mois ou dans quelques années. Il y aura toujours un petit détail en plus qui me viendra et que je me dirai, waouh, enfin, ce film n'arrêtera pas de me surprendre, on va dire ça comme ça. Mais c'est bien, c'est-à-dire que c'est un film qui vieillit avec nous, et ça, c'est ça qui est aussi très fort. Hein. Alors, en tout cas, je donne mon ressenti personnel. Ce film a littéralement grandi avec moi de mes 12 ans, enfin limite de mes 8 ans, du coup, quand j'ai découvert le film, que j'ai même pas pu finir tellement il m'a terrifié. Où là, je l'ai vraiment redécouvert vers l'âge de 12 ans, et encore redécouvert vers mes 18-19 ans, quand je me suis intéressé au roman, et que là, je me suis dit, je me suis encore repris une baffe, mais une baffe mature cette fois de l'univers. Là justement, je vais partir parce qu'on est quand on a discuté un petit peu en amont, tu m'as donné une petite formulation pour chaque épisode, donc je vais partir de ta formulation de chaque épisode. Au départ, on va commencer là-dessus. Et puis pour le coup, tu vas pouvoir développer, alors, de manière, c'est très très paradoxal, de manière synthétique, mais tout en développant quand même, un petit peu ce que tu voulais dire par ces quelques mots, et puis j'essaierai de rebondir dessus pour ajouter des petites choses. Donc première chose, tu m'as dit, bon, pour le premier épisode, puisqu'on va se lancer dans le premier épisode, même si on a déjà un petit peu commencé, tu as dit donc les réussites d'un chef-d'œuvre absolu. Et donc, je vais te laisser un petit peu développer ce qui pour toi fait la réussite ou les réussites de ce chef-d'œuvre. Et là-dessus, on est parfaitement d'accord sur l'appellation chef-d'œuvre qu'est Jurassic Park, premier de Lyon en 1993. C'est ça. Bah déjà, premier point, déjà si on remet le film dans sa sortie de contexte, enfin dans sa sortie d'époque, quoi, donc on remet le film dans son contexte, je refais ma phrase par rapport aux petites minutes que j'ai laissées. Jurassic Park, déjà, par rapport à son contexte de sortie, a été une révolution dans tous les domaines, que ce soit technique, parce que comme tu dis, c'était la première fois où on avait vraiment l'impression de voir à l'écran de véritables dinosaures, déjà dans la représentation scientifique, parce que pendant longtemps, pour on va dire pour simplifier, la façon de représenter les dinosaures était de façon pâteau, lente, bête, pas forcément très esthétique, et plus rapprochée du monde du monstre, on va dire. Enfin, c'était encore une fois, c'est un peu méchant de dire ça comme ça parce que c'était vraiment la manière qu'on les pensait à l'époque. Mais quand on revoit les anciennes représentations, les designs qu'on faisait des dinosaures avant Jurassic Park, ça fait vraiment dépasser, ça fait pour le coup vraiment monstre reptilien, pas du tout esthétique. Or Jurassic Park, par rapport au renseignement de la paléontologie de l'époque et vis-à-vis du roman de Crichton, qui à l'époque s'était énormément renseigné sur la représentation crédible des dinosaures. Le livre est d'ailleurs parsemé d'explications scientifiques de l'époque qui sont assez intéressantes à ce niveau-là. Du coup, lié à ce livre et l'envie de Spielberg de présenter les dinosaures sous un jour nouveau, on a eu droit, sous les conseils de Jack Horner, un paléontologue très important de l'époque, qui d'ailleurs militait pour la théorie des dinosaures ancêtres des oiseaux, qui s'est en plus avéré avec le temps véridique. Et le film d'ailleurs parsème à plusieurs moments cette idée-là, et pour vraiment nous représenter les dinosaures de façon crédible. Donc déjà, on a une avancée au niveau de la représentation des dinosaures d'un point de vue scientifique. On a d'un point de vue technique, donc parce que c'était l'un des premiers films, c'est pas le premier, mais c'est l'un des vraiment premiers films à utiliser la technique des CGI confectionnée par ALM, qui avait eu notamment recours à cette technique avec Terminator 2 pour le T-1000. Et du coup, c'est justement Spielberg, en voyant ce qu'ils ont été capables de faire sur Terminator 2, ils se sont dit, il faut que je prenne cette équipe pour pouvoir créer des dinosaures au-delà de simplement d'un point de vue pratique, donc animatronique, marionnette, tout ça, que pour les plans d'ensemble, pour avoir une liberté plus grande au niveau de ma mise en scène, pour les plans larges notamment, je puisse avoir des dinosaures
taille réelle, mais fait d'un point de vue CGI. Et mêlé à cette technologie très révolutionnaire pour l'époque, parce que c'était vraiment le film qui a propulsé en avant cette manière de faire, de mettre en avant les effets spéciaux. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, on voit l'impact qu'a Jurassic Park, vu l'utilisation parfois un peu à outrance des CGI. Et on se retrouve du coup avec un film très crédible, avec en plus la mise en scène de Spielberg qui se veut toujours capter son effet spécial de la façon la plus intelligente possible pour que le film ne vieillisse pas. Et en effet, encore aujourd'hui, le film n'a quasiment pas vieilli. Je dis quasiment parce qu'il y a notamment les plans de jour, le film a un peu, parfois on peut en remarquer les délimitations numériques, liées en plus au fait qu'avec les nouvelles résolutions, notamment de 4K, le film, forcément, les imperfections de l'image peuvent se ressentir un peu plus. Mais dans l'ensemble, c'est un film qui vit très bien. Et mêlé à ça, du coup, aux effets spéciaux pratiques, notamment les animatroniques de Stan Winston, qui, eux, pour le coup, resteront toujours aussi impressionnants, je pense, peu importe le temps, comment il va avancer. Et donc, le film a réussi à être une baffe d'un point de vue réflexion culturelle sur les dinosaures, donc la manière de se visualiser, d'un point de vue aussi, du coup, technique, au niveau du cinéma, ce qui a permis à propulser de nouveaux projets de films qui du coup, se disaient que maintenant, avec cette nouvelle technologie-là, on peut vraiment pousser le cinéma dans des retranchements qu'on ne pouvait même pas imaginer. C'est notamment avec ce film-là que James Cameron a eu l'idée de faire Avatar. C'est en voyant du coup ce qu'il a été capable de faire, qu'il s'est dit je peux pousser encore plus loin ce que j'ai su faire sur Terminator 2 et Abyss. Je vais du coup mettre en place de nouvelles pratiques liées au numérique pour vraiment rendre le cinéma de plus en plus crédible et de plus en plus spectaculaire. On a ça, et aussi d'un point de vue révolution numérique, tactique. Non, j'ai fait le tour, je pensais qu'il y en avait un troisième. Mais là, déjà, dans sa sortie d'époque, le film a été une claque inimaginable qui a grandement influencé du coup le succès qu'il a eu droit, quoi. Ouais, puis j'ajouterais un truc que tu dis qui est intéressant, c'est qu'effectivement c'est un film qui aujourd'hui, alors on parlera des suites après, mais je trouve que comparé par exemple, prenons Jurassic World qui est quasiment intégralement, il y a très très peu d'animatronique dans Jurassic World, ils ont diminué au maximum parce que le numérique ça coûte quand même moins cher dans les faits et c'est moins compliqué à faire. C'est des films, Jurassic World a déjà vieilli dans une certaine mesure, là où Jurassic Park, effectivement, par le biais de ses animatroniques, ne vieillit quasiment pas. Tu l'as très bien dit, les remasterisations, les travails sur les différents masters, les restaurations, font qu'effectivement, on voit les limites de certains effets numériques. Et tu parlais, effectivement, c'est vrai que la première séquence en plein jour avec les brachiosaures, elle est quand même encore, alors elle fonctionne, mais elle a perdu un petit peu de sa superbe quand même si la mise en scène de Spielberg joue continuellement sur les mises à l'échelle, ce qui fait que on a toujours ce côté immensité qui fonctionne. Mais la séquence du T-Rex, par exemple, ou la séquence des Velociraptors, elle a pas vieilli non plus dans la cuisine, et la séquence du Dilophosaure non plus, parce que justement il y a quand même une majorité des effets qui sont pratiques quand même malgré tout. C'est-à-dire qu'effectivement, tu disais très bien, c'est les plans d'ensemble qui font usage du CGI. Mais le reste, tout ce qui est plan sur le crâne du T-Rex, qui est magistralement animé, le rend extrêmement vivant. Et c'est ça moi qui me dérange. C'est juste une parenthèse un peu plus large, mais moi j'ai toujours eu du mal avec le numérique. Je suis beaucoup plus sur le pratique. Le pratique permet de donner du concret, donner quelque chose que tu as l'impression de toucher. Et Jurassic Park, t'as toujours ce contrepan au CGI qui est fondamentalement palpable. Ce qui manque, moi je trouve, alors pas dans le monde perdu, pas tant dans Jurassic Park 3, parce que je trouve pas que les échecs de Jurassic Park 3 sont dans les effets spéciaux, mais dans Jurassic World en grosse partie. Oui, non, mais on en parlera quand on en parlera de Jurassic World, mais c'est un des reproches que j'aurais à lui faire, c'est que pour le coup, et c'est presque triste de dire ça, c'est que Jurassic World est le produit que dénonçait, ou qu'avait peur en tout cas Jurassic Park, que si jamais le numérique était utilisé à mauvais escient. Oui, tout à fait. On va en revenir après, mais voilà, Jurassic World, c'est limite l'antithèse de ce que Jurassic Park voulait qu'on fasse du numérique. On est d'accord, parfaitement d'accord. C'est pour ça je pense qu'il y a une rupture technique entre les deux. Il y a un contresens technique, mais on y reviendra tout à l'heure et tu en parleras bien aussi, très bien. Il y a peut-être effectivement un vrai lien extrêmement fort entre Jurassic Park par exemple et Fallen Kingdom.
Même si oui, effectivement, je trouve qu'il y a quand même un contresens technique, on va dire. Même si dans Jurassic World Fallen Kingdom, il y a un petit peu plus d'effets pratiques, mais ça reste quand même grandement de l'effet du CGI à fond les bananes, et c'est ce qui le rend un petit peu, parfois un peu indigeste visuellement. Mais bon, ça c'est qu'un avis, on creusera un petit peu plus tard là-dessus. Oui, mais justement, c'est lié, le reproche que j'ai à faire à Jurassic World, c'est que non seulement il est le produit que Jurassic Park avait peur qu'il arrive, mais c'est surtout un film, on reviendra sur le côté méta, parce qu'il y a ça aussi que j'ai pas parlé de Jurassic Park, le côté méta, c'est que Jurassic Park, d'ailleurs, je me lance, Jurassic Park, l'intelligence qu'il a eue, c'est que Spielberg, tout visionnaire qu'il puisse être, a quand même du recul sur ce qu'il fait, et notamment vis-à-vis de Jurassic Park, il se doutait qu'après ce film-là, notamment les méthodes qu'il a mis en place, parce qu'à la base le film devait être un simple film de dinosaures de façon old school, même si les dinosaures sont les crédibles visuellement, il avait à la base envie de faire le film avec de la stop motion, donc une technique que maintenant a quasiment totalement disparu. Mais du coup le film devait être dans cette mouvance-là de anciennes méthodes qui avaient fait le succès du Monde Perdu de 1925, de King Kong de 33 et tout ça, et qui du coup sont des méthodes qui pour Spielberg en 93 lui semblaient un petit peu dépassées, et du coup c'est pour ça que je lui ai venu l'idée après du numérique. Et vu qu'il avait conscience du coup du fait que la façon comme il mettait en place du coup le numérique dans son film, il avait du coup le recul de se dire mais mon film du coup risque peut-être du coup d'ouvrir une voie vers quelque chose de mieux, mais aussi vers quelque chose de pire. Ce qui est intéressant du coup dans le côté méta de Jurassic Park, que Jurassic World va reprendre, mais on va y revenir, mais que je trouve est totalement raté, c'est que Jurassic Park a l'intelligence du coup d'être conscient de ce qu'il est, d'avoir une place qui serait indéniable dans l'histoire du cinéma, et du coup le film, durant tout le déroulé, il essaye de parsemer son film de discours du coup méta sur le cinéma, en nous faisant comprendre que oui, le numérique c'était bien, mais déjà on s'est pas demandé si on devait le faire, parce que du coup en fait le côté numérique, l'avancée technologique numérique est à raccrocher à la création des dinosaures dans le film en fait. Les dinosaures sont une métaphore du numérique. Et en fait, du coup, quand Malcolm, par exemple, dit oui, vous n'êtes pas demandé si vous en avez le droit, vous êtes hissé sur des épaules de génie pour accomplir quelque chose le plus vite possible, et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans ces jolis papiers cadeaux plastiques, maintenant vous le vendez. C'est littéralement comme si un critique cinéma venait voir Spielberg, que John Hammond peut être raccroché à Spielberg, et lui dire oui, mais vous n'êtes pas demandé des répercussions qu'un tel film peut avoir, vous êtes hissé sur des épaules de génie, donc en fait vous avez assimilé les travaux des autres et poursuivi dans le même voie. Donc littéralement Spielberg a vu le travail de Cameron notamment et a voulu poursuivre cette même voie, mais il s'est pas demandé du coup si ça allait avoir des répercussions néfastes. Et du coup ce qui se passe, c'est que du coup le film nous fait comprendre au fur et à mesure, c'est que oui, une nouvelle technologie c'est bien, mais déjà on s'est pas demandé si on devait le faire, si ça allait pas avoir des répercussions néfastes. Et puis surtout, n'oublions pas le concret. C'est pour ça que du coup tu précises toujours à chaque fois les animatroniques de Jurassic Park, et c'est hyper important, c'est que Jurassic Park, si ça fonctionne, c'est que finalement il y a peut-être même pas un quart des plans du film qui sont en numérique, et un quart, je suis vraiment gentil, il doit même pas y en avoir un dixième. Tout le reste, c'est du concret, c'est des jeux d'ombre, c'est des marionnettes, c'est de l'animatronique, c'est du concret, c'est du palpable. Du coup, le mélange numérique et pratique se marie parfaitement, mais parce que il faut toujours garder cette notion de concret, parce que le but du CGI, c'est pas de l'utiliser à outrance, c'est de vraiment l'utiliser à des moments où on est obligé d'en avoir recours pour fluidifier la mise en scène du film, et pas pour justement s'en servir comme esbrouf visuel, quoi. À ce côté, je vais rebondir sur ce que tu dis qui est intéressant, c'est que Jurassic Park, en plus en termes d'effets spéciaux, n'est pas un film qui est démonstratif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de suggestions. On rappelle tout le prologue de Jurassic Park avec le raptor qui est dans sa... Donc on ne sait pas encore qu'il est un raptor, mais qui va happer un personnage au début lorsqu'il est transféré dans le parc, ou transféré dans son enclos. Et là, on joue intégralement sur la suggestion, tout le départ, et qui ramène beaucoup, pour le coup, dans de la mer, tout ce passage également avec le T-Rex, ou le début du T-Rex, toute la séquence qui est très longue, mais dans laquelle on a fondamentalement que de la suggestion, avant qu'il apparaisse vraiment, et que là effectivement on ait besoin d'avoir recours au CGI pour vraiment le montrer dans sa pleine puissance et amener quelque chose d'épique derrière ça, mais
aussi dans le gigantisme, et ça permet en plus, ça qui est intéressant, comme on a la suggestion de l'état complet de la créature, mais on préfère en montrer des parties, parce qu'en montrant ces parties, on crée bien plus d'angoisse, on crée une charge derrière qui est beaucoup plus forte, en prenant le temps de mettre en avant notamment toutes les parties les plus impressionnantes de la créature, c'est-à-dire les yeux, les dents, etc. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais de toute façon, la manière de présenter les Raptors, tu relis souvent aux Dents de la Mer, et c'est tout à fait juste, la manière comment Spielberg met en scène, fait attendre l'arrivée du Vélociraptor, c'est exactement ce qu'il avait fait dans les Dents de la Mer. Alors les Dents de la Mer, c'était pour des raisons techniques, parce que on va pas refaire tout le tournage des Dents de la Mer, mais ça a été un calvaire pas possible. Et du coup, en fait, la mise en scène suggestive à la base, c'était juste pour répondre à des besoins matériels qui étaient que le requin ne fonctionnait pas du tout. Tout à fait, ouais. Mais là, du coup, ce qui est toute la force des Dents de la Mer, c'est que, voilà, le gars a réussi à faire de la faiblesse de son tournage la force de son film. Encore une fois, y a-t-il besoin de prouver le génie de Spielberg? Je ne pense pas. Mais là, effectivement, c'est une volonté, c'est vraiment une pure volonté artistique pour le coup. Ah oui, non, mais il a fait, mais à l'origine, on devait le voir beaucoup plus, le requin. Et il a, du coup, par le biais de ses problèmes de tournage, il a décidé, du coup, de faire, je vais en faire, on va dire, un aspect propre de mon long métrage, qui est que je vais suggérer la menace. Et c'est ce qui fait que, du coup, il s'est réinventé dans les manières de présenter le requin avec les plans subjectifs et tout, qui font que, le film reste encore un modèle de mise en scène encore aujourd'hui, quoi. Mais et d'ailleurs, vas-y. Oui, parce que c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, c'est que il y a une pleine possession de moyens techniques, effectivement, absolument dantesques, qui permettent de mettre en image ces créatures que sont les dinosaures. Mais contrairement à Dans la Mer, parce que contrairement à Dans la Mer, là, il avait pas les moyens, là, il a les moyens. Mais il fait le choix, comme tu disais tout à l'heure, on a tant de choses entre les mains, qu'est-ce qu'on va en faire, est-ce que ça va avoir des conséquences, etc. Lui choisit pleinement et volontairement, et pour moi ça fait partie de son génie, de son côté visionnaire et de ce qu'on appelle la prudence en philosophie, donc de bien utiliser les choses à bon escient. Il fait le choix d'en montrer finalement moins que ce qu'il pourrait montrer. Et ça, je trouve que c'est assez génial de ne pas tirer toutes ces cartouches fondamentalement. Et de laisser aussi de la place à ceux qui suivront, et ça permet de jouer, comme tu disais, d'un point de vue méta, sur la question du mythe de Prométhée, qui est intéressant parce que le mythe de Prométhée, il est la thématique et le fond du film, à savoir, encore une fois, que l'homme a un désir de pouvoir et a une volonté de puissance continuelle, et qu'il se fait dévorer par cette volonté de puissance, et dévorer par la nature qu'il essaie de contrôler et qu'il essaie de modifier à son image. Et ça fait effectivement un mythe de Prométhée qui est méta aussi, dans la mesure où il y a cette même réflexion sur notre capacité technique à pouvoir faire du cinéma, à pouvoir produire des choses, et le fait qu'on peut en être dépassé. Et de fait, Spielberg, à terme, dans la suite de la saga, a été dépassé par son bébé, a été dépassé par son montre, ça revient à Frankenstein, c'est le mythe de Frankenstein, le myth de Prométhée. Je rappelle que Marie Shelley, c'est Frankenstein, c'est le mythe de Prométhée moderne. Là, on est exactement dans le même cas de figure, à l'échelle du film thématique, narratif, mais à l'échelle également de méta, ce qui se passe autour du film. Et c'est pour ça que Jurassic Park est un grand film de l'histoire du cinéma. C'est pas qu'un grand film de genre, c'est pas qu'un grand film sur l'univers, c'est pas qu'un grand film d'aventure, c'est pas qu'un grand film d'horreur, c'est un grand film parce qu'il parle de manière absolument hallucinante et hyper claire et hyper, comment dirais-je, hyper nette de ce qu'est le cinéma de cette époque, et comment on bascule dans une nouvelle ère. Tout à fait. C'est exactement ça. Et du coup, pour revenir à ce que je disais notamment au Raptor, c'est exactement ça. C'est qu'il a la possibilité du coup de le montrer en plein jour avec le numérique. Il a une nouvelle technologie. Il pourrait se dire, je fais du CGI à outrance et puis voilà. Non, il va encore non seulement utiliser du coup les animatroniques, les marionnettes, les jeux d'ombre et tout, la suggestion. Notamment lors de l'attaque de la vache, où on va absolument pas les voir. On aura juste des cris et des branches qui bougent. Mais on comprend que c'est eux. On n'a pas besoin du coup de nous les montrer sous leur clairvoyance. C'est juste voilà, on comprend que c'est eux. Et la manière comment la mise en scène est jouée, notamment sur les réactions des personnages, on comprend la violence de la situation et à quel point ces animaux sont voraces et dangereux. Et c'est ça tout le long. On a même une reprise dans la manière de mettre en scène du coup on va dire une attaque de Raptor, comme ce qu'il avait fait pour les Dents de la Mer avec le requin. Où t'as Quint à un moment donné qui justement explique dans sa vie passée qu'il a vu comment les requins attaquaient, et du coup il nous explique leur méthode d'attaque. Et là Grant, dans une situation différente, c'est pour faire peur aux gamins. Oui, tout à fait. Mais il explique du coup comment les raptors attaquent, enfin comment il pense que les raptors attaquent.
Et c'est pareil, c'est voilà une mise en tension, une mise en attente, jouer sur une peur d'un animal qu'on n'a pas encore vu. On a entrevu dans la scène d'intro, mais le spectateur lambda n'est pas censé forcément de savoir que c'est un raptor. Donc du coup, on joue vraiment sur ça. Ensuite, on a le bébé raptor, donc on voit déjà l'animal, on va dire dans sa taille complète, mais en version miniaturisée. Et ensuite, du coup, on joue vraiment sur l'attente. Les raptors restent enfermés dans l'enclos jusqu'à la fin. Robert Muldoon, le garde de chasse du parc, n'arrête pas de nous dire qu'ils sont dangereux et tout. Et quand, à la fin, ils se libèrent à cause pour pouvoir se sauver, ils ont été obligés de couper le courant. Mais malheureusement, en faisant ça, ça a littéralement coupé tout le courant cette fois-ci, et pas juste partiellement. Et là, du coup, les raptors sont servis de la situation pour pouvoir s'échapper, et du coup là encore le film joue sur l'attente jusqu'à véritablement nous en montrer un avec un jumpscare magnifiquement conçu. Tout à fait. Et là du coup le dernier quart d'heure est vraiment consacré à eux, où la menace est omniprésente, où on se sent étouffé alors qu'il y en a que 3 hein. Oui. Je fais une petite parenthèse, dans le livre il y en a 30. Oui, d'accord. Et jamais, et je dis bien jamais, Crichton n'arrive à faire autant flipper Spielberg avec seulement ces 3 raptors. Alors que Spielberg en plus prend le risque de dévoiler le T-Rex avant, et ce qui est intéressant, ça crée un vrai crescendo, c'est-à-dire que le T-Rex est déjà terrifiant dans un premier temps, et il montre que derrière il y a encore une masse. On a tendance à, quand on voit le film, à se dire il y aura pas pire après, il y aura pas plus terrifiant, et pourtant on a quelque chose de plus terrifiant, et tu le dis très bien. La première image qu'on a des raptors, on joue sur de la synecdoque, donc on joue juste avec la griffe, qui est la première chose que Grant montre au petit garçon quand il lui montre comment il lui ouvrira le bide s'il l'attaque, etc., avec sa griffe. On a effectivement cette première scène dans un premier temps où il est totalement suggéré, puis la griffe, puis le bébé qui est plutôt un moment qui a trait au merveilleux avec la découverte du parc, ce qui est complètement l'opposé de ce qui sera quand on découvrira les raptors plus tard. Ils sont ensuite signifiés par leur museau, l'ouverture de porte, mais on ne les voit toujours pas, il y a l'ombre même avant, au passage. Et ensuite, dans la cuisine, on les voit juste à taille d'enfant, ce qui est intéressant parce que le film est souvent à taille d'enfant aussi, pour créer ce côté de nous mettre toujours dans le point de vue de l'enfant, avec ses griffes qui tapotent, sa griffe en tout cas qui tapote sur le sol quand eux sont en train de ramper derrière. Et ensuite, effectivement, on a l'apparition en pleine lumière, si je puis dire, du raptor à la fin. Mais dans ce conflit qu'il va y avoir avec le T-Rex, pour le coup, on va voir ces deux créatures s'affronter. Donc il y a vraiment quelque chose de crescendo, de progressif, d'extrêmement bien écrit et travaillé par le biais de la mise en scène et par le biais de l'écriture dans la manière dont le film est construit. Il y a une construction qui est vraiment aux petits oignons. C'est ça, et je trouve qu'avec seulement 3, il en a que 3, et en plus il arrive plus ou moins intelligemment à faire en sorte qu'à chaque fois qu'il n'y en ait que 2, parce que on comprend que du coup les raptors à un moment donné ont dû se séparer pour essayer d'avoir un max d'ampleur sur l'île pour essayer d'en chasser le plus possible, et du coup ce qui fait que du coup on sait qu'il y en a 3. Là, on n'en voit que 2 dans la cuisine, du coup on se dit merde, le 3e il est où? Ah oui, c'est celui qui a attaqué Ellie tout à l'heure, donc il a enfermé. Merde, on nous montre qu'ils savent ouvrir les portes. Du coup tu dis à tout moment l'autre peut arriver, et du coup, et c'est ce qui se passe à la fin, c'est que les enfants ils arrivent à en enfermer un, du coup il n'y en a plus qu'un qui les suit, et du coup on se dit mais le 2e peut arriver à tout moment, et c'est au moment le plus fatidique, du coup quand ils essaient de s'enfuir dans le hall, que l'autre, du coup il arrive. Et du coup, ça ajoute encore plus de dramaturgie dans la situation, plus de tension. La musique de Williams qui derrière renforce encore plus le côté stressant avec des notes très aiguës qui montent en crescendo. Et du coup, il y a un moment léger de suspension pendant 2 secondes où il y a les raptors du coup qui les encerclent, qui vont leur sauter dessus. Et là, comme tu dis, il y a le T-Rex qui arrive, il les sauve malgré lui. Et du coup, là, la situation, la tension rebaisse pour remonter à nouveau après, parce que du coup, on a le raptor qui attaque le T-Rex. Et du coup, là, cette fois-ci, on est plus terrifié, mais émerveillé par le combat qui commence à se faire entre les deux. Il y a une gestion émotionnelle dans le film qui est géniale, quoi. Et en plus, il y a un truc qui est intéressant, pour rebondir sur ce que tu dis, l'arrivée du T-Rex aussi est intéressant. C'est un truc que, pour moi en tout cas, qui va être un problème dans la saga par la suite. Et qui va se renforcer jusqu'à Jurassic World. Je trouve que Jurassic World Fallen Kingdom va un petit peu rebrousser chemin, heureusement là-dessus. Spielberg arrive très bien à faire du héros de cette séquence-là, du protagoniste de cette séquence-là, le T-Rex, qu'on ait de l'empathie pour lui à proprement parler, puisqu'il devient le héros, à proprement parler, il devient le sauveur, il devient le Deus Ex Machina, mais bien amené. Et pour le coup, sans que celui-ci soit humanisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anthropomorphisme, ça reste des animaux qui se battent. Là où dans Jurassic World par exemple, premier du nom, on a une sorte de moment on va dire d'échange entre le T-Rex et les raptors, qui est
très gênant parce qu'il est on est beaucoup trop dans l'anthropomorphisme. Là, Spielberg, à tout moment dans son film, reste à évoquer des animaux. On peut avoir de l'empathie pour eux, mais à aucun moment, ils ne deviennent humains. Ce qui sera, pour moi, le problème de des suites. Oui, c'est tout à fait le cas. Spielberg et du coup, là, c'est justement cette fin-là avec le T-Rex, c'est qu'il nous montre, c'est pas qu'il en fait véritablement un héros, parce qu'il a été montré en antagoniste tout le long, et que là, on nous fait comprendre dans la situation que le T-Rex ne les sauve pas, en fait. C'est juste, le Raptor, il venait de dehors, et donc, du coup, lui, il devait passer dans le coin, il a suivi le Raptor, et du coup, il a attaqué pour le bouffer. Et du coup, dans la situation, ça fait que du coup, il les sauve malgré lui. C'est un animal. Et d'ailleurs, par instinct, ouais. Voilà, on reste sur l'instinct. Et d'ailleurs, pour ceux qui trouvent que c'est un Deus Ex Machina, toi, tu le dis justement à juste titre qu'il est bien amené, c'est que Spielberg, encore une fois, a eu l'intelligence de reprendre un élément du livre. Dans le livre, le T-Rex attaque plein de fois, même trop souvent, à mon humble avis, les personnages. Et du coup, il y a un côté, certes oppressant, parce qu'il les attaque continuellement pendant une bonne partie du roman. Mais du coup, pour nous montrer qu'il est toujours à leur poursuite, mais du coup, ça a créé un truc répétitif. Chose qui aurait été vraiment lourd à voir dans le film. Donc, qu'est-ce qu'il fait Spielberg? Eh ben, il reprend quand même ce concept qui est que le T-Rex, en fait, il est omniprésent. Et ce qu'il fait dans le film, c'est que du coup, il nous le suggère avec des personnages qui nous disent, il était devant nous. Et ouais, mais maintenant, comme il n'y a plus de courant, il peut passer dans n'importe quel enclos, tant qu'il le souhaite. On entend un cri au loin. On le voit faire une attaque furtive quand Ellie, Muldoon et Malcolm s'enfuient avec la Jeep. On réentend plus tard un cri. On le voit attaquer les Gallimimus. Donc du coup, encore une fois, il est continuellement là, mais parsemé ici et là, en fait. Et ce qui fait que du coup, quand on a la scène finale, que le T-Rex arrive, on est à la fois surpris, mais en même temps, le film n'a pas arrêté de nous sous-entendre qu'en effet, il était omniprésent sur l'île. Donc qu'il soit là, finalement, ça nous choque pas tant que ça. On est tout à fait d'accord, c'est tout à fait. Et même si évidemment on se dit on n'entend pas arriver, ça peut paraître, bon, c'est suspension consentie d'incrédulité, mais ça passe très bien en fait dans le film. C'est tellement bien, effectivement, comme tu dis très bien, c'est tellement bien construit que ce qui pourrait paraître pour une incohérence fonctionne très bien parce que on est dans on est dans l'acceptation, dans la suspension du jugement pour cet élément-là. Et c'est un Deus Ex Machina, mais au bon sens du terme. C'est ça. Et je souligne quand même le fait que oui, c'est une incohérence, parce que quand on va parler des suites, les gens pourraient peut-être nous dire ouais, vous êtes de mauvaise foi. Bon là, du coup, je le souligne. Oui, le fait que le T-Rex qu'on n'entend pas arriver est une incohérence. On nous a pas arrêté durant tout le film de nous sous-entendre, de nous faire les verres d'eau qui tremblent et tout. Qu'en gros, à chaque fois qu'il fait un pas, il fait trembler toute l'île, limite. Donc là, de ne pas l'entendre arriver, c'est une incohérence. Mais une incohérence qui est justifiée dans la narration et dans la gestion émotionnelle, comme j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que si on avait entendu le T-Rex arriver, ça aurait désamorcé totalement son arrivée, et on se serait même dit, mais pourquoi du coup les Raptors ne l'ont pas entendu arriver, et du coup on sont restés piégés par le Raptor, par le T-Rex qui surgit de nulle part. Là, le film a pris le parti pris du coup de dire qu'on est du point de vue des personnages qui sont là, du coup stressés par rapport au fait que les Raptors sont devant eux. Les Raptors sont omnubilés par leur proie, et donc on est de leur point de vue, et du coup on peut même se dire que c'est pour ça qu'on n'entend pas les passes, parce qu'on est de leur point de vue là, et que du coup eux ils sont tellement préoccupés entre leur relation proie et prédateur qu'ils n'ont pas entendu l'autre prédateur arriver, tout simplement. Tout à fait. Alors, est-ce que tu aurais d'autres choses à dire, parce que je vois que le temps avance et qu'on dit beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire effectivement. Passons-nous au deuxième épisode, à moins que tu aies des choses à rajouter. Alors, je veux juste mettre une petite parenthèse par rapport à Jurassic Park, et notamment du coup sur le côté évolutif du film, notamment la gestion de l'enfance et du monde d'adulte. On a du coup, je vais faire très bref du coup. Ceux qui me connaissent savent déjà ce que j'aurais énormément de choses à dire, parce que le film parsème intelligemment durant tout le récit. Il y aurait de quoi faire un podcast entier sur le film, mais je vais être bref. En gros, Jurassic Park, c'est pas simplement un film qui du coup nous dit que la nature, la vie trouve toujours un chemin, et que la nature reprend toujours ses droits. C'est que déjà de base, le rêve de ramener les dinosaures à la vie est une cause perdue, et qu'il faut accepter que ça sera quelque chose d'impossible à réaliser. En tout cas, dans notre monde, le film se sert de sa fiction pour nous ramener à notre réalité, qui est que les dinosaures n'existeront jamais. Pourquoi ?
parce que le film du coup est géré sur toute cette gestion du coup du rêve, en tout cas dans sa première partie, notamment toute la scène du brachiosaure qui est une scène, une allégorie totale, une métaphore ultime de tout le rêve de gosse qu'on peut avoir de voir un dinosaure, la musique de Williams qui est magnifique et poétique, tout ce que vous voulez. Le travail d'échelle, comme tu l'as signalé, avec le brachiosaure qui du coup est toujours magnifié, chose qu'ils réutilisent plus tard avec le T-Rex, notamment avec les voitures qui sont qui servent de point d'échelle pour voir la gigantesque taille du T-Rex et cette fois-ci de le magnifier d'un point de vue terreur. Donc on peut en plus faire un parallèle entre le brachiosaure qui était là pour nous émerveiller, le T-Rex qui est là pour nous faire peur. Et donc du coup tout ce côté rêve que le film nous vend dans la première partie, qui est distillé durant toute cette première phase, va progressivement déjanter, on va dire, dans le film. Et ça commence déjà avec Malcolm, qui est un personnage beaucoup plus intéressant beaucoup plus important même que ce qu'on peut entendre. On pourrait croire que c'est un petit sidekick qui est là pour faire des blagues et tout, alors que littéralement tous ces discours sont là pour nous ramener au message que le film veut driver. Quand il dit par exemple que les dinosaures ont eu leur chance, c'est la nature elle-même qui les a fait disparaître, c'est une réalité, on n'avait pas à les ramener. C'est pas comme essayer de faire croire Amande avec les condors, qui est en gros une espèce disparue ou en état d'extinction, qui du coup on a des droits de essayer de les maintenir en vie. Or non, les dinosaures ils ont disparu, ils auraient dû rester disparus. Et du coup le film laisse ce message planer durant toute sa première partie. Et plus la deuxième partie avance, et plus en fait le rêve s'efface, notamment Hammond, qui progressivement du film prend conscience qu'il a perdu le contrôle de sa création, mais en plus perd le contrôle de son rêve qu'il avait imaginé. Je vais pas revenir du coup sur la scène du cercle de puces, ça serait trop long à expliquer, mais c'est magnifiquement écrit. D'ailleurs au passage les dialogues de ce film sont écrits aux petits oignons. Et en fait plus le film avance et plus le rêve se détache. Et ce qui se passe dans la séquence finale, je vais spoiler un élément du livre je veux pas dire trop, mais à la fin du livre, les dinosaures nous sont de manière plus ou moins explicite sous-entendu qu'ils vont tous mourir. Je dis pas comment, pourquoi, vous verrez. Et là, Spielberg, il fait un coup de génie que du coup j'ai pris conscience en lisant le livre. Qu'en gros, il part à un moment donné dans un dialogue qui paraît totalement anecdotique quand on y pense. C'est quand Ray Arnold et Ellie parlent de la solution lysine. Tout à fait. Parce qu'il y a Muldoon qui parle à un moment donné, ouais, on devrait utiliser la solution lysine. Et du coup, Hammond dit non. Et là, il y a Ellie qui, du coup, demande qu'est-ce que c'est. Et en gros, on nous explique que du coup, les dinosaures, au-delà du coup de les avoir fait en sorte que ce soit que des femelles, encore un truc qu'on pourrait parler, mais on n'a pas le temps. Et ben en fait, là quand Ray Arnold nous parle de ça, nous explique du coup qu'en gros on a fait en sorte qu'ils soient en carence en lysine et qui est une acide aminé primordiale dans le fonctionnement organique des espèces. Et donc du coup, si on les alimente pas en lysine, ils finiront par mourir. Et ben la scène de fin, si vous prenez pas en compte des suites, parce que Jurassic Park normalement c'est un one shot, il ne devrait pas y avoir de suite, c'est un film qui se suffit en lui-même. Eh ben, je suis triste de peut-être vous briser vos rêves, mais les dinosaures de Nublar vont mourir. Tout simplement. Et ce que fait Spielberg là, qui est du coup quelque chose que tu prends conscience soit en étant adulte, si tu t'attardes sur les dialogues, ou soit si tu as lu le livre, moi ça a été mon cas, parce que le livre du coup est beaucoup plus explicite sur ce point-là. Et ben en fait c'est que à la fin quand ils abandonnent Nublar, ils abandonnent non seulement le sort des dinosaures, et du coup les personnages survivants qui quittent l'île font le deuil de ce parc, le deuil de ses créations, le deuil de tout ce rêve qui nous a été laissé pendant tout le plané durant tout le film. Et ce qui est hyper fort, c'est que déjà on a le jeu de la canne où t'as Amand qui regarde son ombre de la canne, qui est une métaphore du coup de sa création. Cannes qu'il avait d'ailleurs regardé au préalable dans le film lors de la visite, parce que c'est les moments où il commence à remettre en question déjà son parc, notamment à cause du fait que les dinosaures se montrent pas. Encore une fois, mise en scène ingénieuse de Spielberg pour jouer l'attente du spectateur, mais en même temps thématiquement ça veut dire aussi que les dinosaures ils font leur vie et on ne peut pas contrôler leur instinct et leur manière de se comporter dans le parc. Donc si les spectateurs visitent le parc, il est possible qu'ils ne voient aucun dinosaure. Donc encore une fois, paye ton rêve de ouf. Le Triceratops malade qui
nous ait jamais expliqué pourquoi il est malade. C'est parce que tout simplement, il n'y a pas de, on peut pas comprendre ce qu'il a. Ils ont recréé les dinosaures, ils se sont dit mais on ne sait pas si on pouvait les soigner, on ne sait pas si on pouvait on ne sait pas comment ils fonctionnent. Peut-être qu'ils sont tout simplement pas aptes à vivre dans notre monde. Le Triceratops, il a des maladies chroniques, mais c'est peut-être lié que l'écosystème actuel ne lui convient pas. Ce qui est d'ailleurs plus ou moins expliqué dans le film, c'est-à-dire qu'il a mangé des plantes il suppose qu'il aurait mangé des plantes autour, mais qui ne seraient justement pas adaptées à sa physiologie à lui en fait. Et ça, c'est ce qu'explique le médecin. Et ben justement, quand Indy fouille le gros tas de merde, comme dirait Malcolm, il n'y a pas de graines. Donc ça veut dire que peut-être c'est même pas ça la cause. Voilà. Et c'est pour ça que je reviens à ce côté écosystème. Peut-être que du coup l'air lui-même ne lui convient pas. Je rentre pas dans les détails, mais dans le livre c'est beaucoup plus expliqué et justement ça appuie ce fait que de toute façon les dinosaures ils les ont recréés, mais ils se sont même pas dit ils étaient capables de s'en occuper en fait. Tout à fait. C'est le. Oui, vas-y, je t'en prie. Voilà, et du coup, en fait, progressivement, du coup, dans le film, on a des petites explications d'instinct, de leur comportement, de leur manière, de comment ils essaient de vivre sur l'île, qui est qu'en fait, on se rend compte que de toute façon, ils sont pas faits pour notre monde, et du coup, quand ils quittent Nublar, Hammond, Ellie, Grant, les enfants, et Malcolm, et lui, Malcolm, il a jamais cru en ce projet, en tout cas, il a très vite remis en question ce projet. Tout simplement ils sont là en mode oui mais les dinosaures du coup on n'arrivera jamais à recréer des dinosaures ou en tout cas à les maintenir dans notre monde. On a notamment le cas du Dilophosaure, j'y pense. Ça c'est quelque chose d'un petit peu on va dire fouine du film, c'est-à-dire qu'il explique pas assez sur moi ce point-là, c'est que le Dilophosaure qu'on voit dans le film il est scientifiquement pas du tout crédible, et même pour l'époque il ne l'est pas. Donc même là tu peux te dire, mais attends, mais du coup, ce dinosaure-là, il a un design qui lui correspond pas, il a même pas la bonne taille, il a même pas les bonnes, mais peut-être qu'en fait, l'ADN de grenouille qu'on leur ajoute, ça carrément, ça remet en fait ça remet en perspective tout leur génome, en fait. Ce qu'on a là, c'est peut-être même pas des vrais dinosaures, en fait. C'est pour ça que moi j'ai tendance à militer pour le fait que c'est un film de monstre aussi, parce qu'on est vraiment comme Frankenstein, on est dans un amas de plein de trucs qui fait que ce ne sont pas des dinosaures, mais ce sont ce que l'homme a fait à partir de ce qu'ils ont pu récupérer des dinosaures. C'est ça. Et du coup, le film se termine sur les humains qui font le deuil de ce parc, de ces dinosaures, qui disent que de toute façon, la science n'est pas faite pour recréer le passé, elle est faite pour nous faire comprendre le passé éventuellement, notre présent, pour avancer vers l'avenir en harmonie avec la nature actuelle et non pas passée. Et du coup, qui a à remettre en perspective aussi avec, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le côté méta, c'est-à-dire, ok, on invente des nouvelles technologies, mais il faut les utiliser à bon escient. Là, c'est pareil pour la science. La science, c'est bien, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Et le dernier plan du film est magnifique. C'est le plan avec les pélicans, qui non seulement confirme d'une certaine manière la théorie des oiseaux que Alan nous dit durant tout le film, mais qui en plus nous ramène du coup à une réalité qui est, oui, il faut savoir évoluer avec notre temps, mais regardez les dinosaures, ils ont pas vraiment disparu en fait. Ils ont tout simplement évolué. Et émerveillez-vous de la nature que vous avez autour de vous maintenant, en fait. Le rêve, il est déjà là aussi. C'est ça. C'est dans une certaine mesure la même conclusion qu'il peut y avoir dans Ready Player One, en fait, là où elle a été mal comprise, mais vous montrez que le monde aussi est très beau, mais c'est grâce aussi à cette fiction, à l'imaginaire, que le monde en devient plus beau et vice-versa. Donc, et il y a un truc que je veux juste rebondir par rapport à Ian Malcolm, c'est juste un autre point, mais que j'ai déjà parlé tout à l'heure. Effectivement, le personnage d'Ian Malcolm est intéressant en plus dans la mesure où il est vraiment, et c'est pour ça que je parlais beaucoup de La Mouche de Cronenberg, parce que pour moi c'est des films qui sont très très proches. C'est vraiment, c'est typiquement de manière quasiment antithétique le personnage antithétique du personnage de Seth Brundle dans La Mouche. C'est-à-dire que là où le personnage de Seth Brundle est un enfant qui joue avec la technique et qui est dépassé par la technique, qui n'a absolument pas conscience de ce qu'il fait, là le personnage de Ian Malcolm est celui qui a conscience, celui qui semble excentrique, mais qui en réalité ne l'est pas et qui est le plus les pieds sur terre. Et donc je trouve que ces deux personnages sont vraiment intéressants parce qu'ils se répondent de manière opposée. C'est interprété par le même acteur, parce qu'on l'a peut-être pas redit au cas où vous le savez, je sais pas, voilà, c'est interprété donc pour le coup par Jeff Goldblum. Et dans les deux cas, on est dans deux personnages qui s'opposent et finalement l'histoire de La Mouche et l'histoire de Jurassic Park sont assez proches, en tout cas thématiquement et philosophiquement parlant, on est exactement sur le même fond.
C'est pour ça, du coup, on va passer après aux suites, mais du coup, pour mettre un bilan, même si j'aurais pu encore plus m'attarder sur les détails que j'ai pas parlé, j'ai juste un peu survolé comme ça, c'est que voilà, Jurassic Park, c'est pas qu'un simple film qui vous dit la nature reprend toujours ses droits. C'est que tout simplement, la nature, elle a évolué d'une certaine manière, il faut l'assumer, il faut l'accepter, il faut savoir évoluer avec elle, et pas essayer de contredire ce qu'elle a elle-même pris comme décision. Si les dinosaures ne sont plus comme ce qu'ils étaient à l'époque, c'est qu'il y a une raison, c'est que la nature a voulu que ça soit comme ça, et c'est ce que dit d'ailleurs Malcolm, les dinosaures ont eu leur chance, c'est la nature elle-même qui les a fait disparaître. Vos savants ont été si préoccupés par ce qu'ils pouvaient faire ou non, qu'ils ne se sont même pas demandé s'ils en avaient le droit. Tout ça lié à, encore une fois, au fait que, de toute façon, les dinosaures n'auraient jamais dû être recréés. Que dans le parc, si on va dans le sens strict du terme, ce ne sont même pas de vrais dinosaures. Donc, à quoi bon vouloir jouer à Dieu, à détruire Dieu, comme dit Malcolm, en recréant les dinosaures, alors qu'on peut tout simplement essayer de comprendre notre passé pour mieux vivre avec notre nature actuelle vers un avenir prometteur, quoi. C'est une très belle conclusion, ça. C'est ça, et du coup, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un film qui évolue, parce que tu vois tout ça, encore cette autre lecture que j'ai eue, je l'ai eue en lisant le livre qui pour le coup est beaucoup plus clair, beaucoup plus cash dans son procédé, mais le film le parsème de façon tellement intelligente qui fait qu'en fait, c'est au-delà, comme tu disais, d'un grand film grand public, d'un film d'horreur, d'un film d'aventure, d'un film de science-fiction, c'est un grand film tout court. C'est un chef-d'œuvre absolu qui ne vieillit pas et qui ne vieillira, je pense, probablement jamais. Alors contrairement justement à ces suites sur lesquelles on va revenir maintenant, alors ce que je te